bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue pour ce second épisode de l'AFC Corner, le podcast du football asiatique de la rédaction de Lucarne Opposé. Déjà, merci d'avoir aussi bien relayé le premier épisode, et d'ailleurs, que ce soit pour Bola Latina, l'AFC Corner ou Efrikia, ou même Culture Soccer qui ne dépend pas de moi, vous êtes toujours nombreux à nous donner des retours positifs, et vraiment, tout ça fait énormément plaisir. On ne peut donc que vous encourager à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube et tous les réseaux sociaux où l'on se trouve. Nous serons, sachez-le, toujours ravis d'échanger avec vous, chères auditrices et chers auditeurs. Dans ce second épisode de l'AFC Corner, Baptiste Mourigal et moi allons vous raconter l'histoire atypique de Kazuyoshi Miura, ou le roi Kazu, Rei Kazu, plus vieux joueur professionnel de l'histoire devant Stanley Matthews, s'il vous plaît, et source d'inspiration du mythique manga Capitaine Tsubasa. Mais tout de suite, les petites brèves de la balle orientale. On démarre en saluant la performance des jeunes vietnamiens qui se sont hissés en finale de la Coupe d'Asie U23 en disposant du Qatar au pénalty, une nouvelle preuve que le football progresse bien du côté des étoiles dorées. Une surprise qui n'est pas beaucoup plus importante que la qualification de l'Ouzbékistan aux dépens de la Corée du Sud. Il s'agit d'une confirmation pour le vaste pays d'Asie centrale qui étonne un peu plus à chaque rendez-vous international. Finale samedi matin à 9h à mater en compagnie de l'Amérique-Corée donc. Des surprises, il y en a également eu en Asian Champions League où le Brisbane Roar de Ben Kalfala, Macaroni et Boteak entre autres s'est fait piteusement sortir dès la seconde phase préliminaire par les Philippins du Ceres Negros. Ces derniers accèdent donc au dernier tour de qualification à l'instar des Vietnamiens de Tan Hoa et des deux Thaïlandais Muang Thong United et Chiang Rai United. Veuillez m'excuser, veuillez me pardonner si j'écorche les noms. Et c'est du lourd qui attend les 4 petits puisque de gros clubs vont faire leur apparition. Ceres hérite donc du Tianjin Quanjian, Muang Thong des japonais du Kashiwara Seoul, Chiang Rai du terrifiant Shanghai SIPG et enfin le Tan Hoa aura fort à faire avec le Suwon de Damjanovic. En A-League, le Sydney FC fléchit légèrement, enchaînant 2 nuls consécutifs, mais garde une belle avance de 7 points sur le Newcastle Jets, qui a pour sa part raté le coche en s'inclinant 3-2 face à la lanterne rouge, les Néo-Z du Wellington Phoenix. Les Sky Blues de Sydney qui peuvent faire péter la Fosters, leur coach Graham Arnold, qui est loin d'être étranger au succès de l'équipe, ne devrait pas partir pour diriger une sélection, comme cela a pu être évoqué au sujet de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande. Coup de neuf en Corée, K-League Classic devient K-League 1 et K-League Challenge devient K-League 2. Voilà qui clarifie les choses pour tout le monde, sauf pour Kim Byung-ho, qui a d'autres soucis en ce moment. Une jeune femme de 22 ans l'ayant accusée de viol. L'acte aurait eu lieu lors du stage de préparation de son club, le Sangju Sangwoo, qui, on le rappelle, est un club militaire. Sale histoire. En bref, le mercato. Félix Bastians, capitaine de Bochum, signe au Tianjin Teda. Mascherano débarque à eBay, sans doute pour tenir compagnie à Pocho Lavezzi, et pousse par là même vers la sortie un des étrangers du club. Si l'affaire n'est pas officiellement actée à l'heure où l'on enregistre, Cédric Bakambu s'entraîne actuellement au Portugal avec ses nouveaux coéquipiers du Beijing Guoan et a posé avec la tunique verte du club de Pékin. Adriano, ex du FC Séoul et de Daejeon, part lui de Chine pour revenir en K-League 1 donc et atterrit à Jeonbuk. Enfin, le Japon enregistre le retour de 2 internationaux, l'ex-latéral droit de Schalke 04 Atsuto Uchida, 29 ans seulement, qui signe au Kashima Antlers, ainsi que Daisuke Matsui. Parfois annoncé de retour au Mans, l'ancien flop stéphanois a finalement signé pour le Yokohama FC, où il retrouvera notre sujet du jour, la légende Kazuyoshi Miura. C'est parti. Et pour parler de ce légendaire joueur, ce joueur qui marque maintenant l'histoire du football, je crois, on peut le dire, j'accueille bien sûr Baptiste Mourigal. Comment vas-tu, Baptiste ? Salut, ça va très bien et toi ?
Ça va bien, écoute, tranquillement, et je viens d'avoir une petite averse tropicale. Toi qui adore dire que j'habite dans la jungle, là tout de suite au niveau humidité et chaleur, on n'en est pas loin. C'est l'été à Belo Horizonte, mais voilà. Et quel temps as-tu à Paris? Il fait froid et tiens, aujourd'hui il a pas plu, mais il fait gris, pas beaucoup de soleil. Ah bah écoute. On est en pleine crue en plus. Ah oui. C'est bien, c'est génial. Et ma foi, on n'est pas là pour parler de la pluie et du beau temps, même si c'est un sujet de conversation comme tant d'autres. Nous sommes là pour parler de Kazuyoshi Miura. Kazuyoshi Miura, c'est donc un joueur historique désormais. Tu vas nous expliquer pourquoi. Eh ben, c'est un joueur historique, juste par son âge déjà, parce qu'il a 51 ans, enfin il va avoir 51 ans cette année, là, en 2018, et puis il a signé il a signé donc une prolongation de contrat avec son club de Yokohama FC en J-League 2, et donc un joueur professionnel à 51 ans, ça court pas les rues, hein, on va pas se le cacher, et puis à chaque fois qu'il marque un but, il repousse le record du joueur le plus vieux à inscrire un but au niveau professionnel. Et puis il n'est plus qu'à 2 ans d'aller chercher le record du plus vieux joueur en activité, celui d'un certain Carmona, qui a joué jusqu'à 53 ans. Donc voilà, c'est un petit bonhomme, il est historique juste par son âge. Après, il est aussi historique pour d'autres aspects, mais déjà, rien que par son âge, il est historique. Je croyais qu'il avait déjà dépassé ce record en dépassant le record d'un grand nom, en l'occurrence Stanley Matthews. Il me semblait qu'il avait déjà battu ce record, le record du plus vieux joueur en activité. Ah, moi j'ai trouvé celui de Carmona. Voilà. Carmona, d'accord. Écoute, on recoupera nos sources et je ferai un erratum s'il faut. Bref. Très bien, d'accord. Mais écoute, c'est bien qu'on fasse ce sujet à deux, mon Baptiste, parce que Kazuyoshi Miura, c'est un grand joueur pour l'histoire du foot, pour l'histoire du foot au Japon, mais c'est aussi un joueur qui est passé pour le Brésil et qui est révélateur de quelque chose d'important dans la culture brésilienne et japonaise, un trait d'union entre les deux qui est très puissant, parce que, si tu me permets d'enclencher, tout simplement, Kazuyoshi Miura, il est arrivé au Brésil avec son papa. Alors, il n'est pas arrivé avec son père, il a rejoint son père, parce que pour la petite histoire, son père était proche des milieux mafieux japonais, donc les Yakuza, et il s'est fait, il a trempé dans des affaires de drogue, et il s'est fait arrêter par la police, il a été mis en prison, et à sa sortie de prison pour couper avec donc, le milieu et tout ça, là, et il est parti au Brésil sans son fils, et son fils l'a rejoint quand il avait 15 ans. Voilà. Donc il n'est pas arrivé directement avec son fils. D'accord, écoute, je savais que son papa avait des relations un peu tentaculaires, ce qui l'a notamment permis de le faire signer à Santos très jeune, le mythique Santos de Pelé, mais je savais pas que ça touchait carrément au Yakuza, tu me l'apprends, et ma foi, c'est assez costaud. Enfin bon, ce qui en fait un joueur encore plus particulier, et on peut se dire qu'il va inspirer des romans de fiction, et on n'a pas totalement tort, mais on va en dire plus après. Donc, à 15 ans, Kazu rejoint son papa, dans l'état de São Paulo, à São Paulo même, où il signe d'abord pour la Juventus de São Paulo. La Juventus, c'est un petit club de la ville qui, elle aussi, est tentaculaire de São Paulo et qui notamment a formé un certain Thiago Motta pour les joueurs les plus récents formés. Je ne connais pas. Formateur. Tu connais pas Thiago Motta? Je connais pas, non. Je connais pas du tout. Enfin bon. Et parmi les jeunes, voilà, il se fait rapidement un petit nom comme ça. Et surtout, voilà, moi c'est ce que j'avais lu en effet, son papa a le bras long. Je ne pensais pas que c'était le bras long au point d'avoir des katanas et des tatouages chelous sur lui. Bref, grâce à ses relations, papa Kazu fait signer Kazu à Santos dans les années 80, en 86, chez les jeunes de Santos, avec qui il va faire des Copa São Paulo. On en a parlé dans le dernier Bola Latina. La Copa São Paulo, c'est une espèce de trophée U20 qui a lieu en début d'année, en janvier. Voilà, actuellement, il a lieu. La finale sera São Paulo Flamengo. Ce n'est pas le sujet. Enfin, voilà. Donc, au Brésil, il va pas avoir une très grande carrière, mais il va avoir une carrière correcte. Il va signer dans un petit club qui s'appelle Matsubara, qui est un club brésilien mais lié à l'immigration japonaise. On va y venir. Puis il est parti au CRB, qui est un club de Maceió dans l'Alagoas,
qui est dans un club du Nord-Est où l'eau est, l'eau est turquoise et le sable fin, l'eau est à 30 degrés, c'est magnifique. Si vous voulez aller là-bas, voilà, c'est somptueux. Bon, le CRB n'est pas un très grand club à l'échelle nationale, mais c'est l'un des 2 plus grands clubs de Maceió. Et là-bas, il va remporter tout de même un trophée estadual. Les estaduales, encore une fois, je vous renvoie au second épisode de Bola Latina parce qu'on en a parlé. C'est les championnats régionaux. Donc, il a gagné l'estadual de l'État de l'Alagoas avec le CRB. Et là-bas, il est devenu carrément une idole. Ce qui l'a fait revenir à São Paulo, dans l'état de São Paulo, qui est un état, au 15 de Jaú, qui là vraiment est un petit club avec lequel il a lui aussi disputé des estaduales, en faisant notamment quelques exploits, en permettant par exemple de battre le mythique Corinthians, de battre Palmeiras. Enfin voilà, il va se refaire un nom dans l'état de São Paulo et dans le Paulista, le championnat estadual de São Paulo, qui n'est pas qui n'est pas petit. L'estadual de São Paulo, c'est même le plus grand des championnats fédéraux, enfin le plus coté. Donc même si 15 de Jaú est un petit club, il évoluait dans le plus gros championnat estadual. Alors encore une fois, voilà, c'est tout dans l'estadual, que ce soit au CRP ou 15 de Jaú. Il est rarement présent quand vient les championnats nationaux, le Brasileirão. Mais en tout cas, tout ça va lui permettre de signer à Coritiba. Là, on monte d'un level. Coritiba, c'est un des 2 clubs de la ville de, je vous le donne en mille, Curitiba. C'était vachement dur à deviner. Les Verts de Coritiba, donc, avec qui il va gagner, encore une fois, je vous le donne en mille, qu'est-ce qu'il va gagner? Un estadual, l'estadual du Paraná, puisque cette fois, il est dans le Paraná, un autre état où il y a une grande communauté japonaise. Et voilà, donc il gagne l'estadual du Paraná avec Coritiba. Encore une fois, très présent, de beaux exploits sur la scène fédérale, ce qui va lui permettre de rentrer au Bercail brésilien, en tout cas à Santos, où là, ce sera donc en 90 l'apogée de sa carrière au Brésil, en tout cas, puisque avec Santos, il va jouer quelques matchs fédéraux, comme d'habitude, et il ne remportera pas de trophée, mais il va notamment signer un exploit en abattant à lui seul Palmeiras dans un des derbies, le derby, un des classiques historiques du football brésilien entre Santos et Palmeiras, où les supporters de Santos l'appelleront Exterminador Verde, donc l'exterminateur des Verts. Et voilà, sa carrière au Brésil va s'arrêter là, mais il est toujours resté dans les cœurs brésiliens pour 2 choses. Tout simplement parce qu'il a une carrière honnête, on va dire, et pour le fait d'être le plus grand joueur japonais ayant évolué au Brésil. Et ça a une importance, pourquoi? Parce que l'immigration japonaise, elle est très puissante au Brésil. Le Brésil, c'est la première communauté japonaise au monde, hors du Japon, avec plus de 1,5 million représentants japonais, je crois, une immigration donc, qui a commencé en 1908, puis qui a eu des vagues successives, se terminant un peu dans les années 70. Et pour bien vous rendre compte des échanges entre les deux, aujourd'hui au Brésil, donc je vous le dis, c'est 1,5 million de descendants japonaises, de gens assimilés à la communauté, ce qu'on appelle la communauté japonaise. Et cette communauté, elle est encore très soudée. Et vous pouvez aller dans des quartiers, tout ça se passe surtout dans le sud du Brésil, ça concerne les États de São Paulo, du Paraná, un petit peu de Minas Gerais, un peu le Rio Grande do Sul, donc Porto Alegre. Mais vous pouvez aller dans des villes ou des quartiers de grandes villes comme Liberdade à São Paulo, la ville cette fois, totalement japonais. Le quartier de Liberdade à São Paulo, vous avez, ça peut faire un petit peu de Chinatown stéréotypé à l'américaine, c'est un peu ça, mais pour ce qui est des boutiques, des restaurants, vous avez ce qui se rapproche le plus de la cuisine japonaise. Voilà, ça n'a rien à voir encore. Par exemple, si vous avez des habitués de la rue Sainte-Anne à Paris, on est le level au-dessus là. C'est vraiment du japonais. Pour avoir habité à São Paulo, je peux vous dire que j'ai la salive qui m'arrive à la bouche rien que de penser à ce quartier, tellement j'y ai passé du temps. Enfin bref. Et petite dernière anecdote, j'ai un très bon ami à moi qui est descendant de japonais donc, et qui vient de la ville de Londrina, tout comme Brandão d'ailleurs, parce qu'il y a des supporters
supporters marseillais ou stéphanois, ou Bastien, mais enfin c'était plus court. Et à Londrina, donc, c'est une ville, une des plus grosses villes d'immigration de la communauté japonaise. Et un jour, j'ai dit à mon ami Douglas, vous voyez, il s'appelle Douglas, hein, ça n'a rien de japonais, mais qu'est-ce que c'est la spécialité à Londrina? Parce on discutait de la gastronomie brésilienne, et il me répond, à Londrina, tu sais, la spécialité, c'est les sushis. Et c'était vraiment sans rire. Voilà, à Londrina, la communauté est tellement forte que la spécialité locale au Brésil, eh ben, c'est de la cuisine japonaise. Donc voilà pour le passage brésilien, petite parenthèse un peu grosse brésilienne de Kazuyoshi Miura au Brésil. Mais voilà, l'histoire de Kazuyoshi au Brésil, c'est important parce que ça forge la carrière un peu atypique de ce personnage et ça représente quelque chose de très particulier culturellement pour deux pays comme le Japon et le Brésil. Et donc ensuite, l'ami Kazuyoshi, après Santos au 90, il va repartir au Japon. Exactement. Dans les années 80, au tout début en 1990, il rentre au pays. Donc là, il signe au Yomiuri. Au Yomiuri. Putain, j'arrive pas à le dire. Au Yomiuri FC. Et donc c'est vraiment une star hein, quand il arrive. Tout le monde le connaît. C'est parce que quand il était au Brésil, il est devenu le premier joueur japonais à devenir professionnel en dehors du Japon. Donc déjà, ça donne une bonne ligne sur le CV. Et ensuite, il s'est surtout fait connaître, je ne sais pas si tu l'as dit, mais tout le monde le connaissait au Japon parce qu'il a réussi pendant un match contre le Corinthians, il s'est payé Edinho avec des passements de jambes, il a réussi à le faire tomber, ce qui n'est pas resté inaperçu au Brésil, mais aussi au Japon. Et puis, il est surtout connu parce que le Brésil reste, pour les Japonais, comme beaucoup de pays asiatiques, le pays du football. D'ailleurs, il n'y a même pas que en Asie. Mais les Brésiliens en Asie, ça a une très très longue histoire. On en retrouve un peu partout dans tous les clubs. Le Brésil et l'Asie en termes de foot, c'est quelque chose qui match très très bien. D'ailleurs, il revient au Japon au début des années 90, au moment où la J-League explose un petit peu, où il y a une grosse expansion de la J-League, et notamment au travers de joueurs brésiliens ou d'entraîneurs brésiliens comme Zico. On se souvient que Leonardo était parti là-bas, Junior Baiano, enfin plein de joueurs, de grands joueurs. Oui, parce qu'en plus, quand il revient, la J-League, qui n'existait pas encore, était déjà en projet parce que le Japon était comme avec la Corée du Sud, l'objectif c'était d'avoir la Coupe du Monde, donc en 2002, et il fallait pour ça avoir une ligue structurée. Donc la fédération japonaise avait déjà commencé en 1990 à réfléchir à mettre en place donc un championnat bien professionnel et structuré qui s'appellera donc la J-League et qui a commencé en 92. Et donc, bien évidemment, quand tu lances un championnat, il te faut des têtes d'affiche et une des têtes d'affiche japonaises était Kazuyoshi Miura. Et aussi pour la petite histoire, pour ceux qui aiment les mangas, et tu en as parlé en préambule, Kazuyoshi Miura a inspiré le personnage de, je vais le dire en occidental pour que tout le monde comprenne, de Olivier Hatton, donc de Olive & Tom, et donc manga très populaire qui a démarré dans les années 80. Et donc il a inspiré, avec Maradona aussi d'ailleurs, le personnage de Olivier Hatton, donc de Tsubasa, pour ceux qui préfèrent la version originale. Donc vraiment un personnage qui est connu au Japon à son arrivée, donc en 90. Et donc en arrivant au Japon, il va commencer à créer, on va dire, sa légende locale en remportant les 2 derniers championnats donc de la Japan Soccer League avec son équipe du Yomiuri FC. Et il va aussi être le premier MVP donc de la première J-League en 1993, qu'il va aussi remporter avec son club. Donc c'est toujours le Yomiuri FC, mais qui a changé de nom, qui s'appelait le Verdy Kawasaki. Donc voilà, le mec, c'est quand même un symbole. Premier championnat de J-League, son équipe le remporte et lui, il devient le meilleur joueur. Donc, il fait coup double. Et donc, en revenant au Japon, il se fait aussi voir par la sélection. Il va l'intégrer
Il va remporter la Coupe d'Asie de 1992 avec le Japon. Il va être une nouvelle fois de plus meilleur joueur. Donc voilà, il a un peu tout fait, sauf une chose qu'il n'a pas faite et qu'il ne fera jamais, c'est de participer à la Coupe du Monde. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui va rester gravé en lui comme une énorme blessure. Ça va lui faire un manque. Donc pour plusieurs raisons. La première, c'est que la première Coupe du Monde du Japon est en 98. Celle de 93, celle de 94, pardon, le Japon la loupe sur le dernier match en 93 face à l'Irak, ce qu'on a appelé la tragédie de Doha pour les Japonais, c'est-à-dire qu'ils étaient en tête du groupe de qualification et ils n'avaient plus qu'à gagner contre l'Irak pour être qualifiés. Et ils se font égaliser en fin de match, un peu comme les Français avec la Bulgarie. Ils se font égaliser en fin de match pour faire un 2-2. Murat avait d'ailleurs. Il a mis un doublé, je crois. Il a ouvert le score à la cinquième minute. Et donc le Japon ne parvient pas à se qualifier parce que dans le même temps, la Corée du Sud et l'Arabie Saoudite, qui étaient donc derrière, ont remporté leur match, reléguant le Japon à la troisième place et le privant du mondial américain. C'est donc premier échec pour aller à la Coupe du Monde. Et en 98, c'est tout simple, c'est qu'il commence en perte de vitesse. Avant d'arriver en 98, on va faire un petit peu son parcours. Donc après cet échec là de rejoindre la Coupe du Monde, il va découvrir l'Europe en 94 en Italie, du côté du Genoa. Ça va pas vraiment fonctionner. Il va mettre qu'un but en 21 matchs, je crois. Bon, certains buts dans le derby face à la Sampdoria, mais c'est qu'un but en 21 matchs. Je ne sais plus trop si on l'a précisé depuis qu'on en parle, mais c'est un joueur offensif. Hein. Oui, c'est un attaquant. Créateur. On l'a déjà dit, c'est un attaquant. C'est d'ailleurs un très grand attaquant japonais c'est le second meilleur buteur de la sélection. C'est ça, exactement. J'allais le dire, c'est le second meilleur buteur avec 55 buts. Avec très peu de sélections par rapport à d'autres grands noms, il n'en a que 89. Donc, on n'est pas très loin d'une très haute stat but par match, but par sélection, qui doit être, par rapport à d'autres grands noms dans le monde, ça doit être assez haut. Bref. Plus de 50%, plus d'un but tous les deux matchs. Déjà. Voilà, c'est ça. Plus d'un but tous les deux matchs. Bon, après, ok, on va pouvoir dire que c'est en Asie, mais il faut les mettre. Donc, il va tenter sa chance en Europe. Ça va pas vraiment marcher. Il va revenir au Japon, donc toujours au Verdy Kawasaki. Il est toujours autant connu, hein, il ne tombe pas dans l'oubli, mais les qualifications pour 98, ça ne se passe pas très bien. Donc, il y a changement de sélectionneur. Le nouveau sélectionneur va mettre tout le monde en concurrence, donc même lui. Et puis, bizarrement, voilà, pas bizarrement, mais il va perdre sa place. Donc, il ne sera pas dans le groupe japonais qui ira en 98 à la Coupe du Monde. Donc, deuxième échec. Ce fut d'ailleurs un gros scandale. Oui, forcément, quand ta tête d'affiche s'appelle Kazu et que tu la prends pas pour aller au premier mondial de la sélection japonaise, ça fait un peu tâche. Mais bon, voilà, c'est comme ça restera dans l'histoire. On en a d'autres dans d'autres pays. Hein, je pense notamment à Lee Dong-kook pour la Corée en 2002. Et donc oui, 2002, il n'y participera pas parce qu'il est un peu déjà trop vieux pour continuer à jouer au foot au plus haut niveau. Donc, après ce petit échec, enfin petit même très grand échec de la Coupe du Monde 98 où il n'y participe pas, il va retourner en Europe. Cette fois-ci, il va être en Croatie. Pas de succès non plus. Donc, il va mettre fin à ses espérances, ses espoirs européens, revenir au Japon, au Kyoto Sanga en 99. Ensuite, il va faire une très belle saison avec le Kyoto Sanga et il va passer un cran au-dessus avec le Vissel Kobe. Il va même retrouver la sélection pendant quelques matchs, pas beaucoup, avant la Coupe d'Asie, mais il ne fera pas non plus partie du groupe qui participera à la Coupe d'Asie. Et donc en 2000, il prend sa retraite internationale et c'est là où commence vraiment son déclin. Hein. Donc si on fait le calcul, il est né en 67, en 2000, il est à 43. Alors attends, en 2000, il est à 33 ans, voilà. Oui, il faut que je fasse les calculs, hein, je ne suis pas très matheux. Donc il a donc 33 ans en 2000, il prend sa retraite internationale, une retraite bien méritée, hein, comme on l'a dit. Il a des grandes stats. Et là, donc, commence son déclin qui, on ne peut pas nier, est assez logique. À 33 ans, on n'a plus les mêmes fraîcheurs.
En 2005, il va signer en deuxième division, donc dans son club actuel, le Yokohama FC. En 2006, il a 38 ans. À 38 ans, il retourne en J-League 1 avec le Yokohama FC pour la saison 2007, qui sera sa dernière, ou peut-être pas, on ne sait pas ce que va venir le Yokohama FC dans l'avenir, mais pour le moment, ça reste sa dernière apparition en première division. Et une saison catastrophique pour le Yokohama FC. Il retourne d'emblée en J-League 2, où il reste actuellement, où ils évoluent actuellement, avec un ancien Nantais, hein, pour ceux qui suivent le championnat de France et le FC Nantes, avec notre petit Coréen, dont j'ai oublié le nom, Jeong Chang-gun, voilà, Jeong Chang-gun, qui joue donc au Yokohama FC avec le grand Kim Kazu. Et donc là, il fait ses petits matchs. Donc bien sûr, il fait plus de 40 matchs par saison, hein. Il faut préserver la machine. C'est ce que j'allais te demander. Voilà, à 51 ans maintenant, il joue encore vraiment, ou voilà, il fait des apparitions. Oui, cette année, il a joué, il a même marqué. Il a mis 1 but, 2 buts cette saison, si je dis pas de bêtises. Il a donc voilà, il fait des petites apparitions, il joue, il marque. Donc continue d'entretenir le record. Voilà. Donc non, il a mis 1 but. Non, cette saison, il a mis 1 but. C'est l'année dernière où il en a mis 2. Tu vois, cette saison, il a fait 12 matchs. 7 titulaires, il est rentré 5 fois en jeu. Voilà, à 50 ans. C'est honorable. C'est honorable, tu vois. Tu fais totalement honorable. Tu fais 12 matchs, voilà. Et puis, il a expliqué qu'il jouait pas pour l'argent, mais pour la passion. Donc, s'il peut aider son équipe, je pense qu'il ne crachera pas dessus. Ça doit être un mec qui est assez sympa, qui ne doit pas être prince de tête et qui a bien conscience qu'il a 50 ans et que derrière, il y a des petits jeunes qui poussent, quoi. Donc voilà, à 50 ans, il est toujours en train de courir et puis il fait toujours son petit pas de danse assez célèbre après ses buts. Vous irez regarder sur Internet. Careca d'ailleurs. J'ai lu qu'il avait piqué un pas de danse piqué au Brésilien Careca. C'est ça ressemble à un pas brésilien. D'ailleurs, on le voit dans certains jeux vidéo, c'est une petite danse assez célèbre qu'il fait donc à chaque fois qu'il marque. Donc cette année, il l'a fait une fois en championnat. Voilà. Donc voilà pour l'histoire du roi Kazu, King Kazu, Kazuyoshi Miura, donc ce joueur complètement atypique qui on va donc le vérifier, est déjà ou va être très prochainement le joueur le plus vieux de l'histoire du football en activité. Enfin, en tout cas, ça reste très particulier, qui est passé, qui a marqué le Brésil de son empreinte, même si ça n'a pas été clairement sportif, au moins il l'a marqué d'un point de vue social, il l'a marqué aussi même d'un point de vue sportif, hein, comme on l'a rappelé, il a su se démarquer, même s'il a joué dans des petits clubs, il a su se démarquer devant des grosses équipes, comme tu l'as dit contre le Corinthians. Il a eu une très grosse carrière en Asie avec la sélection. Il a influencé jusque dans les arts de son pays, puisqu'il a influencé du manga, il a influencé aussi des jeux vidéo. Voilà, ça c'est un joueur historique, qu'on le veuille ou non, et c'est assez costaud. Et qui le restera, je pense, pendant très longtemps dans le livre d'histoire du foot, hein, parce que je pense qu'on n'est pas prêt de revoir un joueur jouer jusqu'à 50 ans et marquer des buts. Au niveau professionnel, hein, parce que je pense qu'en division amateur, oui, il y en a, mais au niveau professionnel, ça va pas courir les rues. Tout à fait, et se rappeler que être un athlète de haut niveau professionnel à 50 ans, c'est un sacré exploit. Alors voilà, chapeau bas, King Kazu. Merci beaucoup Baptiste. Eh bien de rien, merci à toi. À la prochaine. Salut. Pour être tout à fait précis, chers amis, après vérification, Kazuyoshi Miura est bel et bien le joueur le plus vieux de l'histoire du foot professionnel. Pour le foot dans sa globalité, il est en effet encore dépassé par les 55 ans de Robert Carmona, gardien uruguayen évoluant en 5e division espagnole. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette seconde émission. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de l'AFC Corner. Salut les amis!